Bienvenue Thierry, Sans Pauline. dans la capsule. C'est juste le boss, voilà. C'est le boss, c'est clairement. Non, mais Donc je pense qu'on t'aime pas trop qu'on t'appelle comme n'avais ça, pas en le choix vrai. de m'inviter ce soir. Il est sous la C'est vachement contrainte. gentil. Alors, Thierry, petit disclaimer. Bonsoir Bibou Perry, pardon. Petit disclaimer, tu n'es pas. Comment te sens-tu? Parce que tu n'es pas forcément très habitué à parler sur Internet, encore moins en direct, devant des milliards de gens. Ça peut être impressionnant les premières fois. Je suis un petit peu impressionné. Je vois le chat qui défile à toute vitesse. Mais bon, j'essaie de ne pas le montrer. Non, bah, ça va, hein. J'ai parcouru ton émission il y a 2 semaines. Tu es un bon host, donc pas de souci. On va parler de C'est ce qu'on gentil, connaît, c'est de ce gentil. qu'on aime. Donc, Non, mais en fait, c'est ça le principe aussi, c'est on se sente un peu à l'aise. Enfin, j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir me dire à la fin de l'émission, savoir ce que t'en as pensé. Mais si tu fais un nervous breakdown en plein milieu, n'hésite pas, il n'y a aucun problème. Hein, tu peux juste couper la je caméra et devrais aller. partir en courant, on t'en voudra pas. Thierry, j'ai envie de dire, comme à chaque invité, maintenant tu es le deuxième, mais on va commencer toujours par ça, pour garder ce côté un peu humain, savoir à qui on parle aujourd'hui. Euh, Thierry, quel a été ton parcours? Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment est-ce que tu en es arrivé dans le domaine spatial, et en particulier sur les missions sur lesquelles tu travailles en ce moment? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours? Tout à fait. Alors bon, j'ai préparé des slides super sophistiqués. Vous allez voir, vous allez C'est apprécier. c'est Euh, les beaux donc, PowerPoint. si ça marche, évidemment, hein. Crac. Ça fonctionne, non? Enfin, moi, je vois un écran blanc. Mais voilà, oui, Ah, c'est bon. parfait, les belles animations. Excellent. Donc, ceci est une plage. Donc, moi, je suis guadeloupéen. Je suis né en Guadeloupe bon, ben, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, toute mon primaire, lycée et tout. Et j'ai eu mon bac. Et comme T'étais au j'étais pas lycée mauvais, là-bas. T'étais au lycée en Guadeloupe, non? oui, oui, j'étais au lycée en Guadeloupe et j'ai passé le bac en Guadeloupe. Et comme j'étais pas mauvais en maths et en physique, on m'a dit, bah, tu feras prépa. Du coup, j'ai fait prépa à Pau. Ok. Donc, t'es Euh, venu en France après le bac? ouais, au lycée Louis Barthou. Et c'est rigolo parce que j'ai écouté ton émission la semaine dernière et je crois que ton invité a fait passer par le lycée Louis Barthou aussi. Ah bon? Ah oui, c'est possible, parce qu'elle est de la région. Oui, Ah oui, oui, non, mais c'est possible. Oui, tout à fait, tout à fait. donc il y a C'est une sorte de incroyable, ben voilà. tradition qu'il va falloir que tu maintiennes, Le que nous on lycée t'apprécie. Bartou, à tout moment, s'il veut sponsoriser cette émission, on est, on est ouvert. Il n'y a aucun problème. Donc, donc voilà, j'ai fait donc ça c'est le château de Pau, hein, comme chacun sait, qui est le highlight de la région. Et j'ai fait ma prépa là-bas. Et à l'issue de ma prépa, j'ai passé les concours et je suis allé à l'ANSMA, donc l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique. Mhm. Euh, pourquoi j'y suis allé à l'ANSMA? Parce que la plaquette était belle, là, comme vous pouvez le voir. Et non, mais c'était bon, comme tout ingénieur, l'aéronautique, ça faisait rêver, le spatial hein, aussi. Mais moi, contrairement à toi, Corentin, par exemple, je n'ai pas baigné le spatial depuis tout jeune. J'ai un petit peu atterri à l'ANSMA, on va dire, par hasard. Du coup, t'avais jamais envisagé, par exemple, à la fin de ta prépa, de faire super-héros, par exemple? Pas du tout, non. Non. Enfin, si, enfin, quand tu es en prépa, super-héros, c'est une bonne école, donc oui, tu envisages de faire super-héros, mais pas parce que c'était super-héros en particulier, parce que c'était une bonne école. Non, D'accord, ok. j'étais pas fixé que ce soit sur l'aéronautique et le spatial. Et j'ai fait une première année à l'ANSMA, deuxième année à l'ANSMA, et à l'issue de la deuxième année, j'ai eu la chance de faire un stage au CNES, au service thermique de Eric Verling, donc en 2001, sous la direction de Fabienne Seren. Ah, mais Et d'accord. là, pour le coup, là ça a été la révélation. Fabienne Seren, Parce qui d'ailleurs est. Mais c'est incroyable. Fabienne Seren, qui est une bonne amie de Carole, que j'ai reçue la semaine dernière. bah, C'est. le Voilà, spatial, c'est un monde les minuscule, destins sont tu vois. liés. C'est incroyable.
Oui, Euh, Fabienne, je la connais bien, oui. Et, non, mais donc pour le coup, j'ai fait un stage de 4 mois, je crois, là-bas, en 2001, et au service thermique du CNES. Et ça a été une expérience vraiment géniale. Ça m'a ouvert les yeux sur le domaine du spatial. Comme bon, je connaissais, comme tout le monde, hein, je regardais les films de science-fiction, je connaissais mes Star Wars, mais le spatial, je connais pas plus que ça. Et j'ai découvert le domaine du spatial. Et dans le domaine du spatial, j'ai découvert la thermique. Et là, bah, je me suis dit, c'est ce que je veux faire plus tard dans ma vie. mais attends, mais Mon sujet de stage était top, hein. C'était le contrôle thermique des sondes Mars Netlander. Marsnet Euh, Lander, ouais, c'est je quoi? pense pas que t'étais pas né, je pense, à l'époque, hein, mais Mars Netlander, c'est une mission CNES qui a été annulée depuis, qui visait à faire atterrir des petites sondes sur plusieurs endroits de Mars. Et c'était une expérience de sismographie, je crois, pour Ah, mesurer les perturbations sismiques à plusieurs endroits. d'accord. Et dans ces petites sondes, pardon, il y avait un système de contrôle thermique à base de boucles fluides à pompage capillaire. Donc, bon, pour nos Attends. auditeurs Mais twitchers c'était gros comment? Attends, c'était gros comment ces petites sondes? Parce que moi, je m'imaginais un bonne CubeSat, tu question. vois. Je pense que ça faisait. Non, 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 c'était des sondes qui faisaient 40 centimètres de diamètre à peu près. Il y en avait Ok. 3 Il y avait qui des. atterrissaient sur Mars. D'accord, ok. Ça ressemblait aux sondes, je sais pas si tu connais, je pense que c'est Phoenix, la sonde Phoenix qui a atterri. Ah. C'est les sondes un petit peu, c'est des cylindres plats Hmm. avec les panneaux solaires qui s'ouvrent. Et quand tu dis la J'ai- boucle fluide à l'intérieur, c'était un truc actif ou c'était passif? Alors, les boucles fluides, c'est du contrôle thermique. Alors, il y a toujours un débat, est-ce que c'est actif ou passif? C'est passif, c'est-à-dire que euh, tu utilises, enfin bref, ça te permet de rejeter la chaleur en utilisant deux principes, le principe de la chaleur latente d'évaporation de l'ammoniac et la capillarité, Hmm. euh, pour réguler la température à l'intérieur de ton petit Oui, bidon. c'est ce qu'on appelle plus communément les caloducs ou les heat pipes en anglais, c'est Alors, ça? non, c'est différent. Les caloducs, c'est enfin, j'ai pas de slide pour te Non, non, il n'y a présenter pas de ça, mais souci. on en reparlera. Non, les caloducs, tu as dans la boucle fluide à pompage capillaire, tu as le processus de pompage qui est concentré à un seul endroit, qu'on appelle l'évaporateur. Et ensuite, le reste de ta boucle, c'est juste des petits tubes fins en inox. D'accord. Donc, c'est différent du caloduc où c'est une barre extrudée Hmm. euh, avec un profilé spécial tout du long. C'est un peu différent. D'accord, ok. Enfin, c'est assez différent. Mais C'est une le principe technologie physique est russe. à peu près le même avec le Oui, les principe principes de physiques chaleur latente de sont l'ammoniac et comparables. tout ça. Ouais. Pour revenir, tu disais, t'étais pas trop spatial et tout ça, mais pour avoir cherché et trouvé un stage au CNES, c'est que t'étais quand même un petit peu intéressé par le domaine, non? Oui, eh bien, une fois que j'avais atterri à Lansma, sans mauvais jeu de mots, forcément, c'est une école spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Donc oui, oui, je m'étais intéressé dans le domaine et je visais à trouver un stage dans l'aéronautique et le spatial. D'accord, ok. Ouais, Mais, ok. mais, j'ai eu de la chance d'avoir ce stage au CNES et de trouver ma voie. Si j'avais fini chez Airbus Avionics, enfin, je sais pas. Hmm. Oui, oui. Mais et du coup, c'est vraiment ce stage au CNES qui t'a fait découvrir un peu toute l'étendue du monde spatial et les possibilités, et encore Ouais, plus en termes de thermique, et tu t'es dit c'est ça que t'as ouais, envie de faire, quoi. ouais, ouais, clairement, ouais. Ouais, Hmm. ouais, ouais, clairement, clairement. Parce que bah, déjà le CNES, bon, on t'en a parlé dans ta précédente émission, mais c'est un endroit chouette où bosser. La mission sur laquelle j'ai travaillé était sympa, ça faisait rêver, hein, travailler sur des sondes martiennes. Mon sujet de stage, qui était vraiment le test de cette boucle fluide, il y avait une partie design et une partie test en labo
au CNES. Là, C'était trop vraiment classe, les complet, rentrer quoi. dans les salles blanches et tout. Alors c'était un test on n'était pas dans les salles blanches, Ah, c'était un test de techno, c'est-à-dire on a fait un test au niveau de la boucle elle-même pour s'assurer qu'elle marche comme on pensait l'utiliser ah d'accord, ok. lors de la mission. Cool. Mais alors, du coup, une fois ce stage terminé, je suppose que l'embauche au CNES a été directe ou tu devais trouver peut-être dans l'industrie avant? Non, parce que j'étais en deuxième année dans SMA, donc il me restait une dernière année. Alors à la dernière année, donc j'ai fait mon spécialisation mécanique et je me suis dit, je veux absolument bosser dans le spatial, je veux me spécialiser dans le spatial. Donc j'envisageais pas être embauché, ouais, à part évidemment si on m'avait proposé un taf. Mais pour moi, mon plan, c'était de faire un master spécialisé dans le spatial. Et c'est ce que j'ai fait à Supaéro. À l'époque, c'était le master Supaéro NCK, Mais qu'on peut appeler qui était TAS Astro Astro. aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a deuxième point commun. Hein, enfin, j'ai fait aussi ce Master Spé et je sais qu'il y a des gens sur le chat qui ont fait ce Master Spé aussi. Donc, c'est cool de voir des anciens élèves du Master. Je pense que si Stéphanie, notre comment on dit, superviseur, était là ce soir, elle serait très fière. Ah, c'est vrai que enfin, ce master spécialisé, c'était parfaitement complémentaire du cursus de l'ANSMA. L'ANSMA, c'est une école d'ingénieurs top sur tout ce qui était, en tout cas à l'époque, hein, je te parle il y a 20 ans, euh, pour tout ce qui était physique, ingénierie, mais vraiment, on va dire, limite labo, pour tout ce qui est phénomène physique, etc., Hmm. euh, TP, test. Par contre, là, il n'y avait pas à l'époque l'application directe dans le domaine du spatial. On avait certains cours qui étaient appliqués spatial, mais pas tous. Et c'est ce que je voulais faire. Et là, pour le coup, le master TAS Astro, c'était exactement ça. À l'époque, ça rentrait pas trop dans le détail des équations de transfert thermique. Par contre, ça rentrait assez rapidement dans les applications, des exemples industriels, et c'était totalement complémentaire. Donc, j'ai fait Ouais, un an ouais. là-bas, je me suis régalé. Et puis ça donne une vue d'ensemble du spatial, genre du côté ingénierie, toutes les contraintes, etc., de toute une mission spatiale de A à Z. Ou en tout cas, comment est-ce qu'on fait une mission spatiale en partant de zéro, par exemple. Je trouve que ça donne une super idée de comment aborder le problème et une vue d'ensemble aussi pour savoir que si on fait ça dans un sens, ça va aussi avoir un impact sur autre chose. Et donc, cette vue système-là, elle est super importante. Même Oui, si après on se spécialise dans un des systèmes, c'est important de savoir comment les autres fonctionnent parce que nos actions ou nos décisions ont un impact sur toute la mission. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette vue d'ensemble-là. surtout la thermique, qui est quand même un sous-système qui a d'interaction avec pas mal d'autres sous-systèmes des satellites ou des sondes. Donc ouais, non, c'était vraiment une expérience indispensable. À l'issue de cette année de master, j'ai fait un stage à l'époque, c'était EADS Launch Vehicles au Muro. C'est donc Donc, Airbus, Ariane Group quoi aujourd'hui. Non. je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a changé 14 fois de nom. Je sais pas Je si crois que EADS c'est Ariane Group. Parce que non, non, EADS c'est c'est Airbus. Airbus. Ouais, c'est Airbus, Euh, c'est devenu Airbus Defence and Space. Bref, c'est le Airbus des Mureaux ok. qui s'occupe d'Ariane 5. D'accord. Ok. Attends, Airbus des Mureaux, il fabrique Ariane 5. Non. Non, il design Ariane 5. Tu as une partie d'Ariane 5 qui est fabriquée à côté, à Cryospace, qui était une joint venture Air Liquide EADS qui fabriquait les tanks, les réservoirs d'Ariane 5. Mais D'accord. Airbus Les Mureaux, c'était l'autorité technique de design. C'est l'autorité technique c'était, j'en sais rien. Je suis plus trop le monde des lanceurs. L'autorité technique de design de d'Ariane 5. Hmm. Et d'autres aussi ATV et choses comme ça. Mais moi, j'ai fait un stage
de 4 mois sur, une comparaison, système entre les lanceurs, américains de l'époque, donc Delta 4, Atlas 5 et Ariane 5. C'était intéressant. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, j'en profite pour te dire un petit coucou à tout le monde qui nous rejoint. Bienvenue Space Samurai, bienvenue Le Gonfleur d'Hélice. On discute avec Thierry aujourd'hui qui est ingénieur à l'ESA si vous avez loupé le début. N'hésitez pas à poser des questions, salut Kira, à même nous interrompre et tout. Si vous arrivez en cours, si vous avez loupé des trucs, on sera content de vous faire un petit rattrapage rapidement en 2 minutes. Excuse-moi, j'avais une question. Je t'en prie. Sur ce stage chez les lanceurs à Paris, qu'est-ce que tu t'es occupé de quoi? Alors c'était un stage, de comparaison système. En gros, c'était alors de la veille technologique, un peu plus technique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les lanceurs, Delta 4 et Atlas 5 qui étaient en développement, aux US, chez Lockheed Martin et Boeing, Mhm. hem, qui, heu, qui visaient la même, le même type de performance qu'Ariane 5. Et on m'a demandé d'étudier les choix systèmes qui ont été faits en termes de pressurisation, de contrôle thermique, de moteur, C'est ce genre de vraiment choses. l'ensemble du lanceur, quoi, vraiment son Ouais, architecture ouais, quasiment l'ensemble du globale, quoi. lanceur, c'est essayer de voir, comment est-ce qu'ils en sont arrivés aux solutions qu'ils ont choisies. Alors évidemment, j'avais pas accès aux documents Boeing et Hmm. Lockheed Martin, donc il fallait que je me base sur la publi. Ah, c'était un petit stage, sympa, hein. Hmm. J'ai dit. Mais t'as pas Bah, fait, c'était pas aussi appliqué que ceux du CNES, mais ouais, bon. t'as pas fait de thermique du coup. Non, Non, c'était non, vraiment non, plus j'ai pas fait de général thermique, sur l'étude. Ok, voilà. ok. C'était système. Bah, c'est intéressant de voir que du coup, si même après, donc on va y venir, mais après tu vas rentrer dans le domaine thermique, Mmh. alors même que ton dernier stage d'études n'était pas dans le domaine thermique en fait. Tu as fait un stage dans la thermique, mais qui n'est pas forcément ton dernier et qui t'a quand même permis de faire valoir cette expérience-là quand tu as commencé à chercher du boulot, je suppose. Bah, surtout parce que c'est ce que je voulais faire, en fait, moi, la thermique. Le stage au Muro, en fait, j'avais 2, j'avais 2 objectifs, bosser dans le spatial et faire de la thermique dans le spatial. Et c'est pas comme si, tu sais, les tuteurs de stage, sonnaient à ma porte et me proposaient des stages qui correspondaient exactement à ce que je voulais. Donc moi, mon stage de dernière année à l'ANSMA qui a été fait à Alcatel Space à Cannes, donc maintenant c'est TAS, Thales Alenia Space à Cannes. C'était dans le domaine des satellites, mais ça avait rien à voir avec la thermique. C'était hem, du nettoyage, enfin du procédé industriel de nettoyage de pièces de satellites, donc rien à voir. Mais j'ai pris parce que c'était du satellite. Et pareil, ce stage au Muro, je l'ai pris parce que c'était le spatial, c'était lanceur, c'était Ariane. Ouais, ouais. Donc je l'ai pris, pour ça. Hmm, ouais, ouais. Petite question de Le Geek qui nous dit est-ce que c'est un M51 sur la photo là? Bravo, Ouais, c'est tu, ça. heu, tu portes bien ton pseudo. C'est en effet un M51. Je voulais coller, Corentin, mais bon voilà, tu l'as. Ah non, moi j'aurais pas trouvé, je pense. Donc le Pourquoi t'as mis ça? M51, est-ce que tu sais ce que c'est au moins, C'est un Corentin? missile? C'est un lanceur d'engin comme on dit pudiquement. Donc c'est mon premier travail en fait. Ah Heu, mais ah d'accord, ok. Mais t'appelles pas ça un missile? Tu appelles ça un lanceur? C'est un lanceur c'est spatial? un lanceur d'engin, ouais. C'est un lanceur d'engin, c'est pas un missile. D'accord. Un lanceur d'engin de quel type? Ah bah, des têtes nucléaires, oui. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, c'est bien ce que je me disais, quoi. Oui, c'est donc après mon master, j'ai cherché du boulot. J'ai fait un petit peu de chômage comme il se devait à l'époque, et j'ai trouvé un stage, pas un stage, pardon, un travail en sous-traitance, au Muro, donc à EDS au Muro, mais pas dans le lanceur civil, pas dans Ariane, dans le lanceur militaire, le M51. Là, D'accord. c'est pareil, hein, c'était peut-être pas la chance de ma vie exactement ce que je voulais faire, mais bon,
ça contribuait à ma formation. J'ai travaillé dans la thermique, donc le contrôle thermique de ce bousin-là. Alors, à quel niveau? Euh, Contrôle thermique, genre je suppose pendant la phase de lancement. Excellente question. Alors, c'est assez, c'est assez intéressant le contrôle thermique. Alors, le contrôle thermique de cet engin en particulier, parce que il y a différentes phases très très différentes les unes des autres. Tu as des phases où tu es stocké en sous-marin, tu as des phases sous-marines, tu as des phases quand tu sors de l'eau, et ensuite tu as une phase de croisière. Et tu as aussi beaucoup de phases de transport et de stockage. Hmm. Et moi, je faisais les analyses thermiques en silo au début de la phase de lancement, et aussi la phase de transport et de stockage. J'ai fait des analyses incendie, enfin des trucs assez sympas. D'accord, ok. Rien à voir avec les satellites, rien à voir avec les boucles fluides, rien à voir avec Mars. Et tu vois, ça c'est intéressant Euh, parce que les gens, on se rend pas forcément compte que quand on parle de faire une analyse, qu'elle soit thermique, mécanique ou quoi, il faut que ça prenne en compte toute la vie du satellite ou de l'engin que l'on analyse. Donc forcément, même les phases de stockage, même pour des satellites ou des fusées, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que une fusée, ça ne vit pas que pendant les 10 ou 15 minutes de son lancement, quoi. Donc, ouais, c'est super intéressant, ouais. Euh, mais pour le spatial, enfin pour les satellites et pour les lanceurs civils, la phase de stockage est assez tranquille parce qu'en général, on fait attention quand on stocke un satellite, ou même la phase avant le lancement, tout est bien régulé. Ce genre d'engin, forcément, il faut que ça se trimballe à droite à gauche. hmm. Euh, et comme bon, il y a des charges utiles sensibles à l'intérieur, on va dire, euh, il faut, euh, il faut tenir compte des cas d'incendie, choses, et ça, c'est des choses que j'ai étudiées. C'était assez rigolo. Ah, c'est super intéressant, ouais. Ok. Incroyable, hein. Bon, je pensais pas qu'il y avait autant d'analyses pour ces petits bestiaux, mais c'est normal en même temps. Ah oui. Et donc, après un an de travail dans le militaire, donc j'ai enfin réussi. J'avais postulé 2, 3 fois au CNES avant. J'avais postulé au CNES lanceur après mon master. J'avais postulé à l'ESA aussi en tant qu'OIGT, je m'étais fait bouler. Euh, donc j'avais pris ce job à EADS. Et un an après ce job où je me suis formé, où c'était très formateur, il y avait un poste qui s'est ouvert au CNES au service thermique. Et donc j'ai postulé et j'ai été pris au CNES à Toulouse. Félicitations, déjà, avec beaucoup de retard, mais, mais Non, mais enfin, pour moi, c'est un parcours qui est cohérent. Finalement, j'ai eu un an d'expérience ailleurs et je suis allé au CNES, donc c'était, euh, hmm, c'était, c'était bien. top. C'est top de voir aussi que tu vois, t'as fait différents stages, différentes expériences, même un petit peu de chômage, tu l'as dit, avant de vraiment. Et toujours, tu restais en veille sur les postes vraiment qui te plaisaient vraiment, retourner au CNES par exemple. Ah oui, Et clairement, oui. voilà. Donc, c'est ce que je veux dire aux gens aussi là, c'est que c'est pas forcément tout n'est pas défini par à la fois le dernier stage d'études ou le premier emploi. Ah Enfin, non, pas une du tout. Non, carrière, non, ça se non. construit quoi. C'est la motivation et non, mais en fait, c'est vraiment la motivation et essayer, essayer, essayer. Enfin, moi, le CNES, comme j'ai dit, euh, j'ai postulé 2 fois. Je sais plus si j'ai eu au deuxième ou au troisième, la troisième tentative. Pareil, enfin, il y a plein d'exemples à l'ESA où il faut postuler 3, 4 fois. Enfin, et Mm. les gens qui sont motivés, qui veulent, finissent par être embauchés là où ils veulent. Moi, l'ESA, j'ai tenté 3 fois de suite. Hein. J'ai raté 3 fois de suite et j'ai eu la quatrième fois, je crois. Donc voilà, Mm. motivation. Ouais. Excuse-moi, on enchaîne parce que là, bon, tout va bien, on est dans les temps, je suppose. Alors au CNES, sur quoi tu as travaillé? C'est intéressant, ça. Tu as travaillé sur la mission Microscopes. J'ai l'impression que c'est ça qu'on voit à l'image. Exactement. Et Aurenium avait trouvé également. Ouais, Auré. Donc c'est le satellite sur lequel j'ai travaillé. Donc au CNES, j'ai été embauché en tant qu'ingénieur thermique. Euh, Au CNES, c'est un petit peu comme à l'ESA, il y a une partie du travail qui est ce qu'on appelle architecte thermique, et une autre partie qui est développement.
développement techno, donc je vais parler de ça après. Mais ma partie architecture thermique, c'était sur le satellite Microscope, qui est un microsatellite de la filière Myriad du CNES. Donc apparemment, il y a certains participants du chat qui connaissent. Mais quand on Et dit c'est un satellite. micro, Vas-y. vas-y, quel poids, quelle taille environ? Alors ça, c'est un gros microsatellite. Alors bon, la notion de micro, mini, macro, Ouais. CubeSat, c'est toujours la géométrie variable. Les microsatellites au CNES, à l'époque, c'était aux alentours de 200 kg. C'était censé être une grosse machine à laver, quoi, 60 Hmm. par 60 par 90, enfin. Mais ça, c'était un gros Myriad. Donc la plateforme Myriad a été un petit peu agrandie et ça faisait à peu près 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, 1,10 m. Hmm. Et il faisait 300 kilos celui-là. 300 kilos, ok. Et Salut. Pardon, c'est un satellite, vas-y, vas-y. pardon, 303 kilos. Ah ouais, le geek, Ouais, le geek, il est chaud. Ou alors c'est Wikipédia, mais en tout cas, il est chaud sinon. Salut Arès, salut Kira, salut Romain, salut Romain, salut Mathilda, salut Kofi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Un petit topo, 1 minute vite fait. On est avec Thierry Tyrolien, c'est mon superviseur à l'ESA, cryogéniste, et on fait un peu le parcours de Thierry. On est au CNES en ce moment. On est sur la mission Microscope. Excuse-moi Thierry, vas-y, continue. Non, je t'en prie. Mais ce qui est particulier avec la mission Microscope, mais je pense qu'apparemment certains de tes auditeurs le savent, c'est que c'est une mission de physique fondamentale. Donc j'imagine que bon, dans le spatial, les gens savent qu'on on a de la télécommunication, on a la navigation avec les GPS Galileo, on a l'observation de la Terre pour tout ce qui est météo, science, tout ça, Hubble. Mais il y a aussi un pan de l'ingénierie spatiale des applications spatiales, applications du spatial, qui est la physique fondamentale. On se sert de l'espace comme d'un labo. Et c'est le cas de la mission Microscope. C'est une mission qui visait à éprouver le principe d'équivalence que tout le monde connaît. Tout à fait. N'est-ce pas, Tout le monde Corentin? est, tout le monde est tout à fait au courant du principe d'équivalence. Tout à fait. Vas-y, je Non, mais t'écoute. c'est Auré qui vient de nous le résumer. Est-ce que on voulait tester que la masse inerte est égale à la masse grave? Bon, en gros, c'est le théorème de. On mettait à l'épreuve la théorie de la relativité générale d'Einstein, quoi. C'est ça. On refaisait l'expérience attribuée à Galilée, apparemment qui n'a pas été faite par Galilée, mais ça c'est euh, que si tu fais tomber deux objets de même masse, ils vont arriver au même endroit au même moment. Donc tu peux simplifier, tu peux simplifier la masse qui est multipliée à l'accélération avec la masse qui est multipliée à la gravité. Donc la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont identiques. Mhm. Et donc ça c'est le principe d'équivalence. Et ce qui est intéressant, enfin pour certaines personnes beaucoup plus intelligentes que moi, c'est que ce principe d'équivalence a 14 chiffres après la virgule. S'il devient faux, ben ça ouvre des possibilités de théorie d'unification de la physique. Donc là, en gros, ce qu'on veut, c'est que si, pour la mesure, il faut qu'après 14 chiffres après la virgule, on trouve toujours le même chiffre. Ou pas. Ou pas. Enfin, en tout cas, il faut qu'on ait Voilà, une précision de mesure déjà de 14 chiffres après la virgule. c'est ça. Et après, il faut qu'on. Enfin, la physique telle qu'on la connaît se tient si les deux masses sont équivalentes. Sinon, il va falloir retrouver Exactement. des nouveaux modèles. Exactement. Et la charge utile, c'est ce qu'on voit ici, qui a été faite par l'ONERA. En fait, c'était deux accéléromètres ultra sensibles. Il y en a un qui était un accéléromètre de référence et un qui est un accéléromètre qui était la véritable expérience. Et le principe, c'est que tu vas asservir deux cylindres euh, dans, dans la même position qu'est le centre de masse, qui est leur centre de masse. Et tu vas, donc en faisant la différence de la force d'asservissement, ça te permet de tracer une courbe en gros le long de l'orbite.
Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire orbiter. Donc, dans l'accéléromètre de référence, ce sont deux masses d'épreuves qui ont la même composition. Je crois que c'était du titane. Je crois que c'était des masses en titane. Et l'accéléromètre de l'expérience, c'était une masse en titane, une masse en platine. Et même si la masse gravitationnelle était identique, on voulait vérifier que le fait que ce soit deux matériaux différents, en orbite assez longtemps autour de la Terre, il y avait une sorte de décalage de trajectoire. Mhm. Et donc ça, c'est le principe de l'expérience avec les mains, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et je pense qu'il y a, Ouais. il y a des thésards qui se régalent là-dessus. Mais du point de vue thermique, ce qui était intéressant, donc c'était mon premier satellite, donc ça, j'ai tout appris sur microscope. Et il y avait des contraintes de stabilité thermique, c'est-à-dire la température de la charge utile ne doit pas varier, parce que la variation en température qui pourrait entraîner des variations de forme, des Mhm. déformations thermoélastiques, serait une perturbation quant à la vérification du principe d'équivalence. Donc, les deux cylindres que tu as montrés dans la diapositive juste après devaient Ouais. avoir leur température parfaitement uniforme pour qu'il n'y ait aucune variation de contrainte dans le matériau et qu'ils soient tout le temps de la bonne forme, en tout cas relativement à leur cylindre à l'intérieur, quoi. Alors l'uniformité, pas forcément, mais surtout il fallait qu'elle soit constante. C'est-à-dire que tu aies un peu de gradient, c'est-à-dire de Ok, température différente dans ton cylindre, c'est pas grave, ok, si ce profil de température reste identique d'accord. le long de l'orbite. Ok. Euh, et en fait, bon, ce qui était intéressant, c'est que c'était une perturbation qui perturbait la mesure que à la fréquence orbitale. C'est-à-dire que on essayait d'éliminer toutes les perturbations qui étaient à la fréquence orbitale. Et s'il y a une perturbation qui est à la fréquence orbitale, donc c'est-à-dire qui varie en même temps que la rotation de ton satellite autour de la Terre, c'est la thermique. Bien sûr, ouais. Comme un satellite, Passe d'éclipse au l'environnement soleil. thermique, Hmm. voilà, l'environnement thermique du satellite varie en fonction de, bon, euh, naturellement varie autour de l'orbite. La thermique était un sujet important. Et à quelle température ils étaient maintenus? Oh, c'était à température ambiante tout ça. Ah d'accord, ok. Il n'y avait pas J'étais pas de, encore dans le monde de la il cryo y avait là. pas de cryo. D'accord, ok. Non, 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 non. Ok, ok. Donc là, juste des radiateurs, des choses un peu, C'est ça. ok. C'était de la thermique spatiale classique, entre guillemets, si Hmm. ce n'est cette spécification particulière de stabilité. Mais sinon, oui, c'était de la thermique classique. Donc, euh, en quelques mots, le concept était assez, euh, entre guillemets, simple et robuste. Enfin, c'était intelligent. Déjà, on avait une orbite qui était stable. C'était une orbite héliosynchrone, donc qui tournait à la même vitesse que la rotation apparente du Soleil autour de la Terre. Donc vous aviez Euh, toujours le même on, éclairage quand vous étiez éclairé voilà. et ouais. Et on était calé sur une orbite qu'on appelle 6h-18h. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'on est à la frontière de la ligne aube crépuscule sur ta Terre, si tu vois ce que je veux Ce dire. qui fait que t'as à peu près toujours Est-ce que tu es toujours au soleil ou tu as quand même un peu Tu es toujours d'éclipse? au soleil. Tu es toujours Il au y a que soleil. certaines périodes de l'année où tu avais des éclipses, donc où tu étais à l'ombre de la Terre, et ça perturbait Hmm. tes mesures. Ok. Donc Du coup, ça, c'était la première. je Pardon? comprends mieux. Ouais. Du coup, pour la stabilité, du coup, tu peux mettre tes radiateurs plutôt côté ombre du truc. Au moins, tu sais qu'ils seront jamais éclairés et du coup, ça te fait un puits froid qui est toujours constant. Exactement. Et ta source chaude qui induit ton gradient dans ton satellite qui est toujours constante aussi. Donc, à part sur quelques moments de l'année, c'est quelque chose qui est à peu près faisable, je suppose. Stable. Voilà. Stable. Hmm. Donc, le premier trick, c'était cette orbite, qui, comme tu dis, est stable, et notamment la face anti-soleil est très stable, et c'est la face anti-soleil qu'on a utilisée pour le contrôle thermique de la charge utile. Mais les autres faces du satellite, bon, elles voient la Terre par moment, etc., c'est un peu moins stable. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que là, on voit sur l'image de droite, la charge utile était nichée dans
la plateforme. Donc, contrairement au satellite classique, on a une plateforme. Bon, je ne sais pas à quel point tes suiveurs s'y connaissent, mais la plateforme, c'est la partie du satellite qui te permet d'avoir l'électricité, etc. Mhm. Et la charge utile, c'est vraiment l'expérience, le télescope. En général, on a la charge utile qui est au-dessus de la plateforme, enfin qui est Extérieur même au-dessus, parfois, ouais. voilà, Ou extérieur, voilà, c'est au-dessus, pareil. en dessous. Là, on a la charge utile qui était nichée à l'intérieur de la plateforme pour éviter que la charge utile voit directement les perturbations thermiques Bien sûr, et que ouais. les perturbations thermiques soient filtrées par la Mhm. plateforme elle-même. Et du coup, elle était très isolée du reste du satellite ou elle était quand même. C'est ça. Ouais. Même En sur fait, ses supports il mécaniques, y elle a, avait des isolants, des petites ouais, rondelles il y avait, isolantes et tout. alors, on voit pas sous cette tente de MLI là, mais en fait, il y avait une architecture étagée. En haut, ce qu'on voit, c'est les deux accéléromètres qui sont là. Ok. Et en dessous, au premier étage, il y avait l'électronique de contrôle qui aussi devait être très stable. Ok. Donc, les accéléromètres devaient être stables à 1 millika, donc 0,000001 Ah oui. degré. Ah, c'est quand même très Et stable. oui, et l'électronique à 20 millika. Et tout ça passivement, parce qu'on ne devait pas avoir du contrôle thermique actif, parce que ça Waouh. pouvait perturber la mesure. Et Donc, donc, oui, attendez, on avait un parce premier que étage juste pour un petit détail, un millika, c'est un millième de degré Celsius ou Kelvin, hein, c'est un millième de degré. Donc, il fallait que la température reste tout au long de l'orbite à un millième de degré près. C'est c'est ça. fou, C'est solide. fou, mais imagine-toi que donc ça, ce satellite a été lancé en 2016 et en 2017, donc il y a eu les premières publis scientifiques qui ont d'ailleurs confirmé que le principe d'équivalence était valide à 10.14. Et la publi dit que la performance de la stabilité thermique de la charge utile était 1000 fois mieux que la spec. Donc on était C'était 10 puissance au millionième, 10-6. millionième, au micron Ouais, de degré. ouais, Incroyable. Vous étiez 1000 fois plus performant que le design. C'est fou c'est quand ça. même. Mais Mm. attends, est-ce que ça noterait pas un petit surdimensionnement? Euh, Enfin, euh, ça dépend ce que tu appelles surdimensionnement. Tu sais que quand tu designs quelque chose, pour le spatial, tu te mets dans les cas pires, les conditions improbables, parce que s'il y a quelque chose d'improbable qui se passe, Ouais. il faut que tu respectes les specs. Bon, là, je ne sais pas exactement comment s'est passée la mission, parce que je suis parti avant le lancement, mais j'imagine que oui, il y avait de la marge par rapport au cas pire, et que du coup, on était 1000 fois meilleur. Ouais. Super. Alors, est-ce qu'il y a un sens quand on pose une feuille de Emily, genre face froide, face chaude? Nous dit Farrell. Bonne question. Alors, tu veux que je réponde ou tu réponds, Corentin? Je veux bien que tu répondes, Thierry. Alors, bon, je vais pas faire la personne qui chipote, mais déjà, il y a une MLI, c'est plusieurs feuilles, par définition. Et c'est vrai qu'en général, on parle de face interne et de face externe. En termes de performance de, 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 de performance thermique de ton matelas de MLI, on parle de matelas de MLI, il n'y a pas vraiment de changement si tu mets l'intérieur à l'intérieur ou l'extérieur à l'intérieur. Ça va isoler, on va dire, bien dans les deux sens. Ok. Par contre, en général, pour le spatial, c'est important évidemment d'avoir la face que l'on a mis extérieure à l'extérieur, la face intérieure à l'extérieur, parce que la MLI, la face extérieure de MLI subit des agressions de l'environnement spatial et elle est faite pour subir ces agressions de l'environnement spatial. Tout La simplement, elle n'est pas première agression, symétrique, quoi. Elle n'est pas symétrique, la feuille. Enfin, le matelas n'est pas symétrique. pas forcément, Voilà, pas pas forcément forcément, symétrique. mais il pourrait l'être. Enfin, pour sa fonction d'isolation thermique, il pourrait l'être. Mais il y a d'autres contraintes qui font que ça ne l'est pas. Oui. Mhm. Mais typiquement, par exemple, une MLI comme on voit le cadre de gauche, là, ça voit du soleil. Euh, donc, on va mettre une feuille externe qui va pas trop chauffer au soleil, alors qu'à l'intérieur, bah, on s'en fiche et peut-être qu'on va préférer une feuille qui est plus légère parce qu'on veut gagner 100 grammes
Mais par contre, si elle est éclairée par le soleil, bah, elle va chauffer, elle va brûler. Donc, pour répondre à ta question, il y a un sens quand on pose un matelas de MLI, mais pas pour sa fonction principale, c'est pour les effets secondaires, on va dire. Quid des Émilie Quid des Noires? MLI noirs? Ah ça, Ça, c'est aussi je peux en parler. Je crois que j'avais répondu chez Robin dans la conférence. J'avais discuté un peu. Parfois, le satellite à l'extérieur, il y a des Émilie noirs. Donc évidemment, on se dit que c'est pas forcément très voulu parce que le noir étant très émissif, il absorbe beaucoup aussi le flux solaire. Ce qu'il y a, c'est qu'une MLI, ça aussi, en étant à l'extérieur, ça doit se soumettre à des contraintes d'autres sous-systèmes à bord du satellite, notamment lorsque le satellite est frappé par le flux solaire, le Soleil arrache des électrons à la couche externe de MLI. Et si on utilise un matériau qui n'est pas très conducteur électriquement, on va avoir des électrons qui vont être arrachés, ça va créer un champ électrique autour du satellite et ça risque de faire des décharges électriques et électrostatiques qui pourraient mettre en danger la mission, cramer des électroniques. Donc en fait, on utilise des MLI noirs qui ont une feuille, je crois que c'est à base de carbone, je crois, et qui sont très conductrices d'électricité. Et du coup, le flux solaire juste fuse dessus et n'arrache pas d'électrons, et du coup, on empêche ces décharges électrostatiques d'apparaître. Me trompe-je? pas entièrement. Ah, je fais encore des erreurs. C'est bon, ça. Je continue d'apprendre des trucs. Non, ce que tu dis, c'est vrai, mais la susceptibilité aux charges électrostatiques, ça dépend des orbites. Il y a certaines orbites où tu n'es pas protégé par la magnétosphère, et en effet, là, il faut faire hyper attention, il faut avoir une feuille externe conductive, et pour avoir une feuille conductive électriquement, je veux dire, et pour avoir une feuille externe conductive électriquement, l'une des solutions, en effet, c'est par exemple le Kapton. Donc Kapton, c'est l'espèce de plastique spatial que tout le monde utilise, du Kapton chargé en carbone qui est noir. Ça peut être une explication. L'autre explique, mais il y a beaucoup d'orbites où on est protégé par la magnétosphère et donc on n'a pas ce besoin particulier. Mais parfois, certains instruments sont très sensibles aux aspects magnétiques, donc là, il faut quand même que la face externe soit conductrice pour éviter de perturber les instruments. Et un dernier cas de figure où on aurait besoin d'une feuille de MLI noire à l'extérieur, c'est pour des raisons optiques. On a des instruments qui peuvent être très sensibles aux lumières parasites. Et donc le reflet de la lumière du soleil sur un bras ou quelque chose, quoi. Voilà, la lumière du soleil ou autre chose. On n'aime pas avoir des reflets que l'on ne maîtrise pas. Et donc des fois, on a des MLI noirs juste pour éviter qu'on ait des multiréflexions qui sont difficilement simulables. Comme on peut le voir sur le petit dessin à gauche, les matelas de MLI n'ont pas des formes particulièrement maîtrisées, donc c'est assez difficile à simuler optiquement. Donc on préfère se prémunir de ce qu'on appelle le stray light en ayant des MLI noirs. Non, mais ici, de toute façon, sur le microscope, il n'y a pas d'optique à part les senseurs stellaires, je suppose. C'est ça. Il n'y avait pas d'optique, non. Il n'y a pas d'optique en termes de charge utile. Il y avait des senseurs stellaires, c'est exactement. Ok, bon, eh ben excellent, excellent. Juste. Ouais, vas-y. Juste pour finir au CNES, une partie de mon travail, c'était quand même de faire de la cryo, parce que je suis ici pour parler cryo. Comme je disais au début de ma description de mon parcours, au CNES, une partie du travail, c'est de faire une architecture thermique, et l'autre partie, c'est de suivre des développements dans des domaines technologiques qui pour le spatial. Et l'un des domaines technologiques en thermique intéressant pour le spatial, c'est la cryogénie. Donc on va en parler longuement tout à l'heure. Je vais pas en parler tout de suite. Ça vient, vous inquiétez pas. Mais ça va venir. Et donc, moi, on m'a dit, donc j'y connaissais rien en cryo. Déjà, je vais être clair. Moi, j'avais fait l'ANSMA, donc une école d'ingénieurs généralistes. Moi, en tout cas pas spécialisé en cryo. Le master, ça ne parlait pas de cryo. Donc moi, la cryo, à part de vagues notions, je ne savais pas ce que c'était. Mais on m'a mis sur la cryo en tant que thermicien pour suivre des développements, et notamment le développement de l'évolution ou d'une amélioration de ce qu'on appelle le système de dilution
hélium-3, hélium-4. Oula. C'est pour ça que je mets l'image de Planck à gauche. Donc Planck, c'est un satellite dont on va beaucoup parler aujourd'hui, je pense. En tout cas, on va parler plusieurs fois. Qui est un satellite d'astrophysique de l'ESA. Et l'une des contributions de la France à ce satellite, c'était le refroidisseur ultime qui permettait d'atteindre une température de 0,1 K. Donc moins 273,04 degrés C. Solide. Avec donc un refroidisseur à dilution hélium-3, hélium-4. Voilà. Donc, les refroidisseurs à dilution, c'est une invention de Grenoble. À l'époque, c'était le CRTBT, l'Institut Néel. Le refroidisseur à dilution spatiale. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que d'une part, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, ouais. C'est de la physique quantique. En gros, l'hélium-3 et l'hélium-4, ce sont deux isotopes non miscibles. Si tu fais une mixture et que tu les sépares, tu peux créer du froid à des températures extrêmes, donc 0,1 K. Et il y a une adaptation de ce type de techno pour l'espace qui a volé sur Planck. Donc moi, je suis arrivé au CNES en 2005. Planck qui a été lancé en 2009, mais la charge utile, ça a été livré depuis longtemps. Donc moi, je n'ai pas travaillé sur la dilution de Planck, mais on m'a demandé de préparer les futures évolutions de ce type de techno. D'accord, ok. Alors, on a une question de Ide Ariane. Est-ce que c'est le même système de refroidissement sur Herschel? Non. C'est une bonne question, mais non. Alors, sur Herschel, c'est une autre solution. Donc, sur Herschel, la température ultime des détecteurs, c'était de 0,3 K, 300 millK. Et c'était un système de pompage sur un bain hélium-3. Donc, on faisait, on absorbait des vapeurs d'hélium-3, ça baissait la température du bain d'hélium-3. Donc, on se baladait sur la courbe de vapeur saturante jusqu'à atteindre une température très très basse qui est 300 millK. Mais corrige-moi si je me trompe, mais sur Herschel, du coup, c'était en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on avait un réservoir et que justement on pompait cette vapeur d'hélium petit à petit, du coup, le réservoir baissait et donc à la fin, du réservoir, mission terminée. Sur Planck, est-ce qu'il y avait un réservoir ou est-ce que c'était des boucles fermées? Non. Oui, donc sur Herschel, tu as raison. Donc juste une petite parenthèse, hein, je voulais en parler après, mais pour atteindre ce genre de température extrême qui sont 0,1 K ou 0,3 K ou 0,05 K comme on va parler sur Spica, on n'a pas besoin d'un refroidisseur, on a besoin de plusieurs refroidisseurs que l'on met en cascade. Donc on va les accrocher les uns aux autres pour atteindre cette température ultime. Sur Herschel, la méthode qu'ils ont utilisée est une méthode vraiment simple, qui est que, et je vais en reparler après avec ISO, qui est qu'ils ont fait voler un gros bidon d'hélium superfluide qui est à 1,7 K. Donc on avait un étage à 1,7 K de base, et cet étage, comme tu dis Corentin, était inconsommable, donc ça veut dire qu'on consommait de l'hélium, on l'évaporait pour obtenir cette température. Et par contre, pour faire du 1,7 à 300 millK, on avait ce système à absorption dont j'ai parlé. Alors que sur Planck, l'approche est totalement différente. Donc sur Planck, il n'y avait pas de consommable. Si, il y avait du consommable. C'était la dilution. Mais sur Planck, la chaîne cryo était une chaîne, donc on appelle ça chaîne cryo, ce fait d'accrocher différents étages pour atteindre une température très basse. La chaîne cryo avait 3 étages passifs, donc juste des radiateurs, 2 étages actifs, un étage qui permettait de faire de 40K à 20K et un étage qui faisait de 20K à 4K. Et ensuite, le dernier étage, c'était la dilution dont j'ai parlé, qui permettait de faire 4K à 100 millK. Et ce dernier étage, là, pour le coup, c'était du consommable. On avait des sphères hélium-3, hélium-4. Et une fois qu'on avait tout consommé, les sphères hélium-3, hélium-4, la mission était finie. Et ça, c'est le fait que tu consommes donc de l'hélium-3 et de l'hélium-4, c'est la technologie de dilution et la technologie d'absorption. Ils ont besoin de fonctionner en boucle ouverte forcément, ou est-ce qu'il y a des méthodes maintenant de boucle fermée sur ces trucs-là? Alors, donc l'absorption, c'est en boucle fermée. Hein, mais la dilution pour Planck, c'était en boucle ouverte parce que c'est plus simple.
Ok. Parce que si tu veux être en boucle fermée, il faut récupérer le mélange, parce qu'en fait, tu mélanges. Il faut Hmm. réussir à distiller le mélange, à reséparer les isotopes et à les D'accord, ok. refaire circuler. Ouais, Mais ouais. c'est une très bonne question, parce qu'en fait, l'une des évolutions sur lesquelles je bossais quand je suis à Vaucnes, c'était de mettre au point un système de dilution en boucle fermée, et qui est D'accord. encore en développement en ce moment, et qui a bien avancé, qui est envisagé sur certaines missions d'astrophysique, notamment les Lightbird, qui est une sorte de suite à Planck. Hmm. Excellent. Ouais, on pourrait tellement parler des heures là-dessus, punaise. Ouais, que des systèmes différents pour refroidir. Sur MTG, c'était encore différent. Cryostat à 4K. Je suis pas sûr qu'on parle du même MTG là. Euh, Parce que toi, Ça toi, dépend. tu travailles sur MTG Thierry. Moi, j'ai travaillé sur Météosat 3e génération, qui est aussi un satellite cryo d'observation de la Terre. Ouais. Mais on n'est pas à 4K, on est à 50K. Et on utilise des machines cryo. Ouais, ça doit pas être le même MTG du coup. Je pense pas Non, ça qu'il doit faut. pas être le MMTG. Ouais. Auré qui nous dit dans ce genre de mission, comment choisir la quantité de consommables? Parce que souvent les satellites dépassent leur durée de vie prévue, mais donc ces systèmes doivent prévoir de la marge. Ça, c'est une excellente question, Aurenium, et je te remercie de l'avoir posée. Alors, le concept de marge dans le spatial, on pourrait y passer des heures, des semaines. Alors, des concepts de marge en cryogénie, c'est encore plus fantastique. Tout le monde se crêpe le chignon. Donc oui, tu as raison, il faut, euh, pour tout système complexe en général, mais pour les systèmes cryo en particulier, il faut avoir une philosophie, ce qu'on appelle une philosophie de marge, une philosophie d'incertitude. Donc les incertitudes, c'est se couvrir de ce qu'on sait qui peut varier, et les philosophies de marge, c'est de se couvrir de ce à quoi on ne s'attend pas, Mhm. mais qu'on sait que ça arrive de temps en temps. Et on ne voudrait pas planter un satellite de 1 milliard d'euros parce qu'on n'a pas pris de la marge. Donc oui, comment dimensionner des consommables? C'est exactement ce que tu as dit. S'il y a une philosophie de marge qui est agréée en début de projet, et on s'y tient. C'est-à-dire qu'on va dimensionner tous les consommables pour une durée de vie nominale. On va dire, OK, donc on va dire, si tout se passe bien, ça va être comme ça. Quand je dis consommable, ça peut être, par exemple, l'hélium d'Herschel, mais ça peut être tes ergols de contrôle d'attitude et d'orbite, etc. C'est la même philosophie. Et on va se dire, bon, on va rajouter 25% des consommables pour se dire que, je sais pas, il y a un problème de Ouais, lancement, on n'est pas exactement sur la bonne orbite, on tient le ou coup, il y a un voilà. truc qu'on n'a pas vu en intégration et Mhm. qui nous consomme. Mais globalement, il y a toujours partout cette marge système de 20% en fait. Qui après voilà, se retrouve à soit être finalement juste, soit être surdimensionné. Suivant, comme tu disais, est-ce que les incertitudes vont dans notre sens au moment où on lance, ou est-ce que on est dans un cas extrême et du coup bah, on grignote nos marges? C'est toujours l'inconnu quoi. Tu vois, Planck et Herschel, les deux ont fait leur durée de vie, Mhm. mais ils n'ont pas fait leur durée de vie fois 12, parce que notamment sur Herschel, qui est un gros bidon qu'on envoie dans l'espace, on ne peut pas prendre des marges de 100%, des marges de 50%, parce que ça se paye Oui. en tonnes. Bah bien sûr, oui, Donc bien sûr. là, pour le coup, ça va assez vite. Ok. Je te propose qu'on continue un petit peu. On va avancer parce que la cryo, on a encore plein de trucs à raconter. Ouais, On n'a de même toute pas façon, j'ai fini. fini avec mon parcours, On parce n'a même pas fini que... le parcours. Oh là là. Excellent. On a Non, non, déjà non, mais parlé j'ai beaucoup de fini mon choses. On va parcours, aller là. plus vite après, de toute façon, hein. Non, 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 mais j'ai fini là. C'est juste pour te dire que ça, c'était le CNES encore, mais je suis arrivé à l'ESA justement parce que donc j'étais thermicien, c'était un poste dans le service thermique, et que je suivais de la cryo. euh, et ils cherchaient quelqu'un exactement de mon profil à l'ESA, donc j'ai postulé et j'ai été pris. Et c'était il y a un petit peu plus de 10 ans, il y a 10 ans et demi. 10 ans maintenant. Et donc Euh, ça m'a lancé dans la cryo. Et donc maintenant je peux euh, parler de cryo si tu veux. ah bah là, vas-y, enchaîne, on va pouvoir parler de cryo. Là. La prochaine Parce image qu'on n'avait pas déjà. trop parlé de cryo jusqu'à présent. Bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé là. Non, mais donc J'espère. la cryo spatiale, bon, alors je pense que tes auditeurs sont tous très cultivés et qui Oui. connaissent bien, mais moi, enfin, à l'époque, la cryo spatiale, quand on parlait de cryo pour l'espace, moi je pensais à ça. Euh, donc, bah oui, endormir les astronautes, évidemment, la cryo spatiale, ça sert à ça, hein, c'est pour pouvoir aller sur Mars ou ailleurs. Euh, Bon, il se trouve que c'est pas vraiment ça, même si ça c'est un pan de la cryo, entre guillemets, qui est étudié, hein. Il y a des projets de la NASA, ça s'appelle la cryonique,
qui cherche à obtenir ce résultat, c'est-à-dire pouvoir ralentir, voire arrêter le métabolisme des gens assez longtemps pour permettre des voyages spatiaux très, très longs. Mais non, la cryospatiale, c'est plutôt ça en fait. La cryospatiale, ça sert à l'observation, à la détection. Quand on dit la cryo, c'est refroidir à des températures très basses. Et pourquoi est-ce qu'on refroidit à des températures très basses en général? C'est pour faire des photos, c'est pour observer. Donc là, il y a une belle image de notre ami américain là, qui montre une photo prise dans le visible et une photo prise dans l'infrarouge thermique. On voit sur cette photo, évidemment, je pense que c'est évident pour toutes les personnes qui te suivent, que l'on n'observe pas la même chose en fonction de la longueur d'onde que l'on réussit à détecter. Tout à fait. Et la cryogénie, ça sert à ça, principalement. Enfin, ça sert à refroidir les détecteurs infrarouges pour qu'ils n'observent pas leur propre signature infrarouge. C'est ça plutôt, non? Alors, la cryogénie, tu as raison de me corriger, la cryogénie spatiale, ça sert à refroidir, donc c'est ça par définition, et ça sert à refroidir un détecteur ou des optiques, en effet, pour éviter qu'elles soient perturbées par un bruit thermique, si tu veux observer dans des longueurs d'onde assez lointaines. Ou des fois, il y a des détecteurs qui ont besoin, parce qu'ils sont basés sur des phénomènes supraconducteurs, qui a des besoins d'être à des températures extrêmement froides Pour pour fonctionner. marcher. Ouais. Par exemple, c'est le cas des détecteurs de Planck et d'Herschel, de Planck, qui a besoin d'être à 100 millica pour pouvoir compter les photons parce que tu as un phénomène supraconducteur à cette température. Ouais. Très bien. Donc, en général, dans les missions cryo qui sont pas extrêmes comme Planck ou des télescopes spatiaux ultra-vénères au niveau des détecteurs, mais en général, on cherche à refroidir pour que le télescope ne soit pas parasité par sa propre émission dans Le l'infrarouge. télescope, ouais, parce que pour que le détecteur ne Oui. soit pas parasité par sa propre émission à lui, par le bruit des électrons qui sont créés parce qu'il a une trop haute température, Mhm. et aussi que les optiques, donc les miroirs ou les lentilles qui sont proches, il ne faut pas qu'elles soient trop chaudes non plus, parce que celles-là aussi, elles vont éblouir ton détecteur. Si tu veux observer à des longueurs d'onde très, très grandes, donc dans l'infrarouge lointain, il faut faire attention à ça. Ouais. Très bien. Alors du coup, comment est-ce qu'on refroidit tout ça? Ah, tu as dit directement Ah comment on non, non, refroidit non, tout vas-y, ça? vas-y, vas-y, continue, continue, excuse-moi. Je croyais que t'enchaînais avec ça. Qu'est-ce Non, que tu non, voulais non, là dire sur cette slide? je vais encore parler des applications. Donc là, c'est juste pour donner un autre exemple, hein, c'est justement c'est un produit du satellite Herschel. C'est la galaxie d'Andromède. Et juste pour illustrer mon propos précédent, qui est observé à différentes longueurs d'onde. On voit dans le visible, on voit la belle galaxie comme on la voit dans tous nos films de science-fiction ou dans nos télescopes. En bas à droite, on voit la même galaxie qui est observée dans les rayons X. Et en haut à droite, on voit le satellite qui est observé par Herschel, par l'instrument Spire, dans l'infrarouge lointain, à 350 microns. Et on voit qu'on ne voit pas la même chose, en fait. Et ça, les astrophysiciens, évidemment, ils sont friands. Hmm. Donc, tout ce qui est dans les rayons X, c'est l'astrophysique énergétique, c'est les supernovas, etc. L'infrarouge lointain, c'est plutôt les poussières galactiques que l'on observe, qui sont intéressantes pour comprendre la formation des étoiles, des galaxies, des planètes. Et c'est important pour les astrophysiciens d'avoir les deux types d'informations, voire de les, De les corréler. de les cross-checker Hmm. pour tous leurs modèles qu'ils font. Donc c'est l'application principale de la cryogénie pour l'espace, c'est vraiment la détection. Je donne un autre exemple. Donc ça, c'est Planck. J'avais parlé Herschel, ça c'est Planck. C'est le fond cosmologique diffus. Attends, on voit pas. Euh, Pourquoi on voit pas? Ah voilà. ah, Là, c'est bon. si, Ouais. ça y est.
Donc ça, c'est le fond cosmologique diffus de fond diffus cosmologique, pardon, qui est le produit final de la mission Planck, qui est le rayonnement fossile vraiment de l'origine de l'univers. Donc c'est une photo de l'univers d'il y a, bon, il y a 13,4 milliards d'années. Et ce genre de photo n'est faisable que grâce au type de détecteur dont je t'ai parlé, qui te permet de compter les photons un par un. Ouais, Et pour compter les photons un par un, il faut refroidir des détecteurs à 100 millica. super froid. Donc Ok, ouais. c'est l'une des applications de la Ça a été fait avec, génie quantique. avec un. Je me rappelle plus. Ça a été fait avec un satellite. C'est Hubble qui a trouvé ça ou pas? Non. Ça, c'est Planck, ça. Planck. Ah, c'est Planck. Ah ouais. Ok, je savais Ouais, pas. ça, c'est Planck. Et c'est de l'infrarouge. Bah, c'est du microwave, c'est du micro-ondes. Microwave. Ok. On est tellement loin dans les longueurs d'onde qu'on est au-delà de l'infrarouge. Il y a Farrell qui nous demande est-ce que tu as des recommandations de livres, de handbook hors SMAD pour faire un budget préliminaire de masse et coût sur les sous-systèmes de contrôle thermique? Avec équipement cryo, si possible. Euh, à part les handbooks classiques que tout le monde connaît, donc par exemple le Gilmore. C'est ce que j'ai pensé au Je sais pas si Gilmore c'est aussi. ça. C'est quoi le SMAD? C'est système. SMAD, c'est un book qui te résume tout. Comment faire, comment budgétiser tes missions spatiales de zéro, tu vois. Genre, ils Je peuvent connais te pas dire. SMAD. Mais c'est pas très thermique, c'est vraiment beaucoup plus système. Ouais. Non, le handbook thermique spatial de référence, c'est ce qu'on appelle le Gilmore, Mm. qui te donne tout plein de notions. Donc, en termes de design thermique, d'état de l'art. Alors, il est un petit peu vieux, on va pas se cacher, le Gilmore, mais bon, Il y a un spatial, Gilmore c'est Cryo pas. aussi. Ouais, il y a le Gilmore Cryo, oui. Mais sinon, ouais, il faut faire des trainings au CNES, à l'ESA, la ESA University, ce genre de choses. Mais non, on n'a pas de Bible comparable au SMAD, de ce que je comprends. Non, je pense pas, ouais. Robin de la chaîne Tous Comprend nous dit que ça c'est peut-être plutôt radiofréquence. Le fond diffus cosmologique et pas l'émission d'un corps noir à 3K ou un truc comme ça Oui, ouais, un peu est moins, assimilable à... Ouais, 2,70. C'est ça. ouais, C'est exactement. vraiment l'émission originelle de notre univers 350 000 ans après le Big Bang, où il était encore froid et ouais, il commençait à se refroidir. Ouais.